Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième saison du podcast Marketing du cabinet comptable. 2 fois par mois, je vous livre les tips marketing qui fonctionnent dans la profession, en allant à la rencontre de vos confrères experts comptables et de spécialistes de notre secteur. L'objectif est clair, vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet. Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable et je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le 8e épisode consacré à Inest, le premier accélérateur à Kuntest. Et pour m'accompagner sur cette thématique, j'ai la chance de recevoir 2 invités de talent, Johari Andriamololo-Nivo, responsable d'Inest, et Gilles Bossiger, expert comptable, président du club Innovation et membre du conseil stratégique d'Inest. Bonjour à vous. Bonjour Florian. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Et avant de rentrer dans cet épisode spécial d'Inest, je voudrais déjà que vous puissiez vous présenter un petit peu vous. Et après, on parlera d'Inest pour savoir est-ce que c'est un incubateur, un accélérateur et les projets qu'on va avoir pour l'année 2023. Je laisse la parole à Johari en premier. C'est parti. Alors enchanté, Johari, donc responsable de l'accélérateur de l'ordre des experts comptables de Paris-de-France qui est Inest. Me concernant, j'ai un profil, on va dire, très axé innovation startup. Je viens pas du milieu de l'expertise comptable. J'ai fait de la création d'entreprise. J'ai été responsable commercial startup qui a été ensuite revendu par l'IBO. Donc au sein du startup studio de Mathieu Stéphanie, pour ceux qui connaissent le podcast Génération Do It Yourself. Donc j'ai aussi structuré son startup studio, un peu d'open innovation dans le domaine du quantique, de l'économie circulaire et enfin j'ai également avant d'intégrer Inest, j'ai également restructuré un incubateur d'un grand groupe panafricain qui fait à peu près 1 milliard de CA pour un accélérateur. Donc voilà un petit peu mon parcours avant d'intégrer Inest. Bah, c'est un beau parcours. Gilles est là, il fait des yeux tout ronds quand t'as dit le montant là. Mais c'est bien, on en apprend tous les jours. J'aime bien les gros chiffres. Je te laisse la parole, Gilles, pour le présenter rapidement. Eh ben, écoute, bonjour et enchanté. Merci de cette belle invitation. Je m'appelle Gilles Bossiger, donc je suis expert comptable, également commissaire aux comptes. J'ai 33 ans. Je suis dirigeant et associé d'un cabinet. Nous sommes une 50aine de personnes, 4 associés. C'est un cabinet que nous avons fondé en 2016, donc qui a aujourd'hui presque 7 ans. On a fait une croissance assez rapide basée sur le build-up et donc, comme tu le précisais, d'un point de vue institutionnel, je suis président du club Innovation. Je suis également élu à la compagnie régionale de Paris et je suis président du syndicat ECF Paris Île-de-France. Voilà, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Bah, heureux nous aussi, et puis ça te fait pas mal de casquettes, donc tu vas pouvoir bien nous aiguiller. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous expliquer ce qu'est Inest et la différence, parce que souvent c'est un peu flou pour nous, c'est incubateur-accélérateur. Peut-être Johari. Et effectivement, il y a une vraie différence que j'expliquerai tout à l'heure. Inest, donc ça a été lancé en 2019 par l'Ordre des experts comptables de Paris-de-France. C'est donc le premier accélérateur de start-up Comtech de la profession. Et la particularité, c'est que le présidente de l'OEC Paris est également le président de l'accélérateur. Donc aujourd'hui, Virginie Rotzmann. Chaque année, Inest, on accompagne entre 3 et 5 solutions qui profitent du coup à la profession comptable et à ses clients. C'est un programme qui dure environ 9 mois, d'avril à décembre, et qui comprend un panel de services à destination des startups, comme du mentorat par des experts comptables, la mise à disposition de bêta-testeurs experts comptables, un programme de formation, une immersion guidée dans l'écosystème, donc à travers des stands notamment dans les salons de l'UE, du congrès, des prises de parole dans ces événements-là. On a accès vraiment aux événements de la profession, et en plus de ça, on propose également tout ce qui est test de sécurité informatique et audit RGPD. Donc, étant donné que nous sommes vraiment dans une profession très réglementée, donc il faut vraiment faire attention aux solutions qu'on propose aux confrères et consoeurs. Et pour ensuite revenir à ta deuxième question, la différence entre un incubateur et un accélérateur. Souvent, effectivement, les deux, plusieurs personnes mélangent les deux termes, mais c'est vraiment différent. L'incubateur, c'est souvent une structure, quand on est en incubation en tant que start-up, on est encore à la phase d'idéation.
au stade d'idéation. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la structure qui est créée, on est souvent au niveau de l'idée. Et donc, on va aller dans une structure, donc un incubateur, pour structurer cette idée-là, afin d'en sortir donc une solution, un premier MVP. À la différence de l'accélérateur, en fait, c'est l'étape après d'un incubateur. C'est-à-dire que quand on fait une accélération de solution, la solution, soit elle est déjà créée. Quand je dis qu'elle est déjà créée, c'est pas forcément qu'elle a été créée donc en tant que société, mais que déjà on a donc ce qu'on appelle un minimum viable product qui existe, des premières fonctionnalités et qui a une traction avec les utilisateurs. Et du coup, là où l'incubateur va aider au stade de la création de la startup, l'accélérateur va intervenir ultérieurement afin d'accélérer tout simplement le développement de la solution. Bah c'est parfait. Et du coup, j'en profitais pour Gilles, lui demander qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de la direction. Pourquoi on a inventé Inest? Pourquoi avoir créé Inest? Pourquoi le conseil régional s'est dit tiens, on va être des experts comptables sur cette partie Comptatech? Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu les balbutiements ou les raisons? Évidemment. Déjà, il faut quand même rappeler le contexte général dans lequel évolue la profession du chiffre, la profession des experts comptables. On est à un virage, le virage du numérique, avec l'arrivée imminente de la facture électronique et puis de façon plus générale la digitalisation de nos processus, de notre façon de travailler qui est aujourd'hui concrète dans tous les cabinets aujourd'hui. On est numérique, on a de moins en moins de papier, on change nos méthodes de travail. La difficulté pour l'expert comptable aujourd'hui, c'est d'être face à un marché, d'être très sollicité par des éditeurs qui sont multiples. Aujourd'hui, quand tu vas au congrès de l'ordre ou aux universités d'été ou à un événement d'un syndicat, tu vas te retrouver face à 10, 15, 20, 30, 40 stands d'éditeurs, souvent des startups, mais pas que, mais aussi des éditeurs historiques qui proposent des nouvelles solutions, des solutions sur lesquelles tu n'es pas forcément en maîtrise et sur lesquelles, en tant qu'expert comptable, tu n'es pas nécessairement compétent pour en juger la fiabilité ou l'utilité. Donc, on est hyper sollicité. On sait que on a besoin d'aller vers ces outils-là, mais en tant qu'expert comptable, on n'est pas nécessairement des experts pour identifier, juger et jauger les produits qui sont face à nous. De l'autre côté, je dirais que le deuxième écueil qu'on a dans la situation actuelle, c'est que tous ces éditeurs qui sont parfois des jeunes éditeurs n'ont pas nécessairement la connaissance marché. Voilà. Ils ont pu connaître des grandes entreprises, ils ont pu connaître des grands cabinets, mais la connaissance du marché des cabinets comptables dits de proximité, alors on va dire les petits cabinets avec des clientèles TPE, PME, n'est pas nécessairement un secteur qu'il maîtrise, et donc on se retrouve avec une espèce d'asymétrie entre l'offre et la demande, avec d'un côté une offre qui est pas forcément adaptée à nos besoins et une demande qui a parfois du mal à identifier quelle est la bonne offre. Et alors Inest est une des réponses, c'est pas la seule réponse. On pourrait citer Pont, qui est la plateforme des outils numériques, qui est un autre projet lancé par le Conseil régional de l'ordre de Paris, qui vise justement à éclairer les experts comptables sur les différents outils qui existent sur le marché. Mais Inest est également une réponse précise, puisqu'elle permet à la fois de mettre en avant des solutions qui auront été sélectionnés par un jury, par l'ordre, mais par un jury de professionnels, comme étant des solutions potentiellement d'avenir, mais qui permet aussi aux startups qui sont accélérées par Inest d'avoir une expérience utilisateur expert comptable, puisque le principe, c'est qu'on les met dans les mains de bêta-testeurs qui en fait sont des confrères pour les aider à adapter, perfectionner ou poursuivre le développement de leurs produits. Donc voilà, c'est dans ce contexte que Inest permet finalement de corriger, ou en tout cas essaye de corriger les deux écueils que l'on retrouve entre un public, on va dire profane, d'experts comptables, en tout cas dans la très grande majorité de profanes, et des éditeurs qui ont envie de rentrer sur notre marché, mais qui n'ont pas nécessairement l'expérience client, l'expérience utilisateur suffisante pour y entrer avec succès. Bah c'est un bon résumé.
Ça nous explique pourquoi on a été. Vas-y, Johari, je te laisse rebondir. Si je peux me permettre de compléter, justement, c'est exactement ça en fait. Inest, c'est un petit peu un pont entre le monde de l'expertise comptable et les startups, afin d'identifier vraiment les solutions qui répondent aux problématiques de l'expert comptable. Donc c'est exactement ça. D'un côté, l'expert comptable qui est au milieu d'une jungle de solutions, qui est perdu pour identifier les bonnes solutions parmi la multitude de solutions existantes. Et de l'autre côté, donc les startups qui peuvent répondre à ces enjeux finalement, mais qui ne connaissent pas forcément les codes d'une profession réglementée. Et c'est là où est le rôle d'Inès, c'est vraiment d'accompagner et de s'assurer que les startups identifiées comprennent vraiment véritablement les codes de la profession et que déontologiquement, à travers la réglementation, voilà, que tout soit véritablement carré pour proposer vraiment une solution qui répond aux besoins de la profession. Pour l'expert comptable, quel est l'intérêt pour l'expert comptable? C'est réservé seulement aux experts comptables parisiens, le programme Inest? Est-ce que, je sais pas, c'est rémunéré? Il y a des obligations? Enfin, pourriez nous en dire un peu plus? Gilles, quel intérêt pour l'expert comptable? Ça, je te laisse en tant que métier. Je dirais pour l'expert comptable client. De toute façon, l'intérêt, c'est de voir des outils mis en avant. Moi, je peux par exemple citer un outil que nous avons identifié grâce à Inès et que nous avons pris au cabinet et dont nous sommes très contents. C'est celui qui s'appelle aujourd'hui Mon Juridique, qui, depuis a été repris par Infogreffe, mais qui permet de dématérialiser les registres d'assemblée, les registres de titres. Et de manière très honnête, je ne connaissais pas cet outil, alors qu'il y avait un autre nom à l'époque, mais je ne connaissais pas cet outil. C'est la Capblock. Capblock, exactement. Merci Johari. Donc je ne connaissais pas Capblock avant qu'il soit accéléré par Inès. C'est Inès qui nous a donné envie de le tester et nous avons adopté cet outil. Donc en tant que, je dirais, expert comptable utilisateur, l'intérêt c'est de voir des outils mis en avant par la profession parce qu'ils sont passés des tests, ils ont été identifiés, ils ont été reconnus comme étant pertinent. Et évidemment, c'est pas réservé aux experts comptables parisiens, puisque n'importe qui peut aller sur le site d'Inest voir les startups que nous avons sélectionnées. Tu peux également, en tant qu'expert comptable, être bêta-testeur, c'est-à-dire intégrer carrément le Inest en tant que membre actif. Alors, quel est l'intérêt? C'est déjà, je pense qu'il est toujours intéressant de se frotter au marché. Parce que malgré tout, les startups sont la représentation de ce que le marché ressent comme étant des besoins, de ce que le marché ressent comme étant des solutions. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes marcher, mais ça veut dire que quelque part, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Si une startup a eu l'idée de pousser tel ou tel produit, c'est que quelque part, il doit y avoir un besoin qui existe quelque part. C'est également l'occasion de tester des outils sans engagement. Voilà, quand tu es bêta-testeur, tu accompagnes une startup, ça te permet de voir l'outil, de l'éprouver je dirais au plus profond de lui-même, ce qui est pas toujours possible quand tu vas sur le marché. C'est pas, en tout cas, pas toujours gratuit. Voilà, là, en l'occurrence, tu es testeur et donc tu as la possibilité d'aller triturer les outils. L'idée étant évidemment de les aider à s'améliorer. Et donc voilà. Donc je pense que c'est intéressant d'adopter en tant que bêta-testeur cette approche un peu entrepreneur. Déjà d'observer celle qui est face à nous, celle du start-upper qui présente son projet, et puis aussi de l'accompagner, puisque ça permet de bien comprendre ce que lui, en tant que entrepreneur quelque part, puisque quand tu es une start-upper, tu es entrepreneur, de comprendre quel a été son besoin, quel est le besoin qu'il n'a pas su trouver aujourd'hui sur le marché et que les experts comptables n'ont visiblement pas su proposer. Voilà. Donc moi je pense que c'est toujours intéressant de se frotter au marché. Être bêta-testeur, ça prend beaucoup de temps. Alors concernant justement ce point-là de bêta-testeur, ce qu'on demande en fait au bêta-testeur, c'est simple, c'est pas forcément d'être présent, de demander 3 à 4 heures de son temps toutes les semaines, etc. C'est quand il a du temps de tester la solution, parce qu'on part du principe que quand on met à disposition la solution bêta-test, donc comme a expliqué Gilles, c'est une solution qui est gratuite et rémunéré pour le bêta-testeur. C'est-à-dire quand il y a une petite compensation financière, donc qui permet justement au bêta-testeur d'avoir cet engagement d'utiliser la solution à condition qu'elle teste la solution
et que l'expert comptable fasse des retours pertinents sur la solution. On ne demande pas forcément qu'il teste tous les X temps, mais vraiment qu'au moins une ou deux fois qu'il prend le temps d'utiliser la solution et qu'il fasse derrière donc des retours qui sont pertinents pour justement les start-upers. L'idée, c'est vraiment de confronter la solution au marché et que le marché co-construit avec la startup en question sur la construction de cette offre-là, justement, à destination des experts comptables. Donc, c'est du donnant-donnant. On est vraiment sur une relation de donnant-donnant qui est proposer une solution qui fit parfaitement avec les besoins de l'expert comptable. Mais on demande juste, finalement, un petit retour auprès de la startup. Gilles, tu pourrais, de manière concrète, nous expliquer un petit peu ton parcours. Est-ce que ça t'a pris du temps? Est-ce que tu en as fait en période fiscale? Est-ce que ça t'a changé ta façon process pour le côté juridique? Ou en fait, ça a tout découlé? Alors, en l'occurrence, je n'ai pas eu le plaisir d'être bêta-testeur de mon juridique. J'ai été bêta-testeur sur la première promotion d'une des startups. Donc concrètement, c'est des réunions régulières que tu fixes avec les porteurs de projets. Puis ils te donnent un accès à leur soft, ce qui te permet de le tester, de l'éprouver. Et l'idée est vraiment de faire des retours d'expérience en disant oui, mais cet aspect de l'outil, si tu veux l'utiliser sur une TPE, il faudrait plutôt le faire comme ça ou le voir comme ça. Voilà, c'est vraiment des retours très informels qu'il faut essayer de rendre fréquents. Aucune fréquence n'étant imposée évidemment, mais après, il faut, quand on prend le poste de bêta-testeur, il faut jouer le jeu. On est là pour ça aussi. Leur faire des retours précis sur vraiment le quotidien de l'utilisateur, je dirais lambda. Et je dirais quelque part, pour être bêta-testeur, il faut pas être un super informaticien. Au contraire, il vaut mieux être un super expert comptable utilisateur pour faire les meilleurs retours. Possibles. Voilà. Donc jusqu'à présent, j'ai été bêta-testeur que d'une seule solution sur toutes les promotions. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer en promotion 2023. Est-ce qu'on pourrait avoir les nouvelles solutions, les nouveaux outils, les thématiques? Ce serait possible d'en discuter de ça? On peut même donner l'avantage, c'est que quand la vidéo va sortir, à ce moment-là, ce sera officiel. Du coup, effectivement, on a donc avec l'aide de Gilles et donc du COMEX de l'OEC Paris et de Inest, on a donc sélectionné non pas 3 ni 4, mais 5 solutions. Aujourd'hui, donc il y a eu ce qui était intéressant cette année, c'est qu'il y a eu vraiment beaucoup de candidatures par rapport aux années précédentes. Il y en a eu le double. Donc c'était vraiment super intéressant. Ça montre vraiment qu'il y a un intérêt, que Inest répond à vraiment un enjeu et un besoin. Et au niveau des solutions qu'on a sélectionnées, donc au nombre de 5, il y a Enzo RSE, qui est une plateforme SaaS qui permet donc à l'expert comptable de proposer donc une offre de services liés à la RSE à leurs clients TPE-PME, et ça permet vraiment de sensibiliser les clients TPE-PME du cabinet aux enjeux de la RSE. Donc il y a vraiment une interface dédiée pour l'expert comptable qui va pouvoir piloter et proposer donc des services RSE. On a également Mokai. Donc Mokai, c'est une solution qui accompagne donc les entreprises dans le pilotage de leurs actifs financiers et immatériels. Donc, dans le but de développer une activité pérenne et durable. L'activité du Mokai, c'est qu'à travers sa plateforme SaaS, permet donc d'estimer, de valoriser et de piloter les actifs immatériels. Quand on parle d'actifs immatériels, c'est par exemple les marques, les brevets, le savoir-faire ou encore le code informatique qui est du coup par nature difficilement mesurable. Donc c'est autant d'actifs qu'il faut valoriser pour faciliter donc les prochaines opérations financières. Autre solution qu'on accompagne, c'est Leano. Leano, j'aime bien dire que c'est un peu le kayak ou le Skyscanner du financement. C'est-à-dire que ça va rassembler au même endroit donc un ensemble de prêteurs digitaux comme October, qui est une plateforme de financement tout en un, où les PME peuvent donc financer leur trésorerie, leurs créances clients, fournisseurs en quelques clics sans quitter l'interface. En fait, c'est un ensemble à travers l'interface, c'est un ensemble donc d'acteurs financiers. On renseigne le profil du coup du client, et ensuite on va proposer en fonction de ce profil-là des offres adaptées à son profil parmi l'ensemble d'acteurs financiers qui existent sur le marché. C'est vraiment un agrégateur de plateforme.
Donc voilà, Léano fournit vraiment une interface pour tester tout ce qui est éligibilité du portefeuille de clients, téléverser les liasses fiscales, suivre et télécharger les échéanciers, etc. Notre solution, donc la quatrième solution que nous accompagnons, c'est Emercio, qui offre un outil d'aide à la décision, que ce soit pour le chef d'entreprise, mais également pour l'expert comptable. Donc avec plusieurs points qui sont tout ce qui est visualisation d'un prévisionnel automatique de l'ensemble des revenus et dépenses de l'entreprise, élaboration d'objectifs paramétrables, mise en place de plans d'action via un simulateur de décision, contrôle de la performance. Donc voilà, c'est vraiment un outil d'aide à la décision à destination de l'expert comptable. Et enfin, nous avons Venaki. Venaki, qui est une solution qui permet à tout cabinet d'expertise comptable donc de suivre et de piloter le niveau de satisfaction client au sein de son cabinet. Donc ça permet vraiment au cabinet donc de déceler en temps réel satisfaction et entre guillemets insatisfaction client, afin de toujours être en mesure de proposer donc une offre de valeur ajoutée en phase avec les besoins et les attentes de l'ensemble des clients du cabinet. Donc voilà un petit peu les 5 solutions que nous accompagnons aujourd'hui. Pour compléter le propos de Johari, sans en faire spécifiquement la promotion, mais je peux parler de 2 de ces outils parce que j'ai participé à leur sélection et au test. Alors j'ai vu les autres d'un peu plus loin que je trouve également très très pertinents, mais les 2 que j'ai pu voir entre guillemets de mes propres yeux, j'ai pu rencontrer les porteurs de projets, c'est Mukai et Venaki, alors qui sont 2 solutions totalement différentes, mais qui, comme les 3 autres et qui, comme toutes les autres solutions qui ont été accélérées par Inès dans les promotions précédentes, ont pour caractère d'être jamais sur le core business de l'expert comptable. C'est-à-dire, ce ne sont jamais des outils de production purs et durs. Voilà, parce que je pense que là-dessus, le marché a déjà une forme de maturité importante, et que les nouvelles solutions qui sortent aujourd'hui nécessitent des tels niveaux d'investissement que c'est pas là-dessus qu'Inest se positionne. Donc on est toujours, je dirais, sur de l'accessoire, sans que ce soit péjoratif dans ma bouche, mais on n'est jamais dans le cœur de métier. C'est pas du tout l'objet d'Inest. Alors Mukai, par exemple, Johari l'a présenté de manière très poétique, c'est finalement un outil d'évaluation des actifs incorporels d'une société, d'une entreprise. C'est un outil qui existe déjà, qui est déjà mature, qui produit déjà des évaluations. Alors avec intervention humaine, sur une matière comme l'évaluation, le tout automatique ne serait de toute façon pas pertinent. Donc quelque part, c'est même rassurant que ce soit pas vendu comme étant une évaluation par de l'intelligence artificielle, de la blockchain, machin. Non, c'est vraiment il y a de l'intervention humaine, et c'est un outil impressionnant, mature, mais on est face à des porteurs de projets qui se rendent compte que cet outil n'est pas à la portée des dirigeants TPE, PME. Ils ont bien compris que s'ils voulaient rentrer sur ce marché-là, ce qui est leur souhait, il fallait passer par les experts comptables. Et donc, tout l'objet de leur intégration à Inès, c'est de créer cette offre expert comptable avec une interface dédiée à l'expert comptable en marque blanche, des formations adaptées, des offres adaptées en fonction du niveau de compétence du cabinet. Est-ce que tu es capable d'utiliser l'outil tout seul parce que tu as les compétences en évaluation dans ton équipe, ou est-ce que non, tu veux co-traiter le dossier avec les équipes d'analystes financiers de Mukai? Voilà, avoir une offre adaptée. Alors là, ils sont vraiment pile dans le segment de ce qu'est Inest, et ça c'est vraiment un très beau produit que j'ai eu l'occasion de voir, pour lequel j'ai participé à la sélection. Le deuxième, donc, c'est Venaki. Alors lui, totalement différent. On n'est pas du tout sur un outil de production de mission. On est sur de la gestion, en l'occurrence de la satisfaction client. Et on était très heureux de sélectionner ce produit parce que il nous semble important aujourd'hui, en 2023, d'inciter les confrères, les cabinets comptables, à adopter une approche marketing, une approche expérience client, avec leurs propres clients. Voilà. C'est vrai qu'on a été habitué à avoir des clientèles assez captives,
et pas forcément toujours être dans la mesure de la satisfaction, et ben Venaki arrive sur ce segment avec un outil qui existe déjà, alors qui nécessite sans doute une maturité un peu plus grande, mais justement ils sont intéressés de retours d'expérience cabinet. Ils ont déjà des cabinets utilisateurs, mais il leur en faut plus pour améliorer l'outil. Et là, je trouve que c'est vraiment un geste fort de la part du jury d'Inest d'avoir sélectionné cet outil Venaki en termes d'image, de symbole envoyé auprès des confrères. Voilà, donc ça, j'étais très très heureux aussi qu'il soit sélectionné. Vous avez 5 petites pépites là, on va essayer de faire monter en maturation. Ce que j'aime bien, c'est qu'elles peuvent côtoyer les unes les autres, comme Venaki. Il va peut-être permettre d'avoir une bonne satisfaction client, d'identifier que le client est content et qu'il a peut-être un besoin pour peut-être aller faire une nouvelle mission en évaluation ou en RSE. Donc là, on aurait pu se poser la question, mais qu'est-ce que je vais voir avec Inès, moi, sachant que je parle de marketing? Et ben en fait, c'est que dans le marketing, il faut aussi penser à faire développer ces outils pour avoir un meilleur service et aller plus loin pour satisfaire la relation client, satisfaire aussi l'outil qui soit intéressant pour le collaborateur. Enfin, tout ça, c'est lié et donc on doit travailler là-dessus. Mais en tout cas, cette promo 2023, je pense que ça va plutôt être pas mal. On en est fiers. Moi, je voudrais maintenant parler un petit peu de l'antérieur. Est-ce qu'on pourrait avoir un retour, parce que voilà, vous les accompagnez, mais qu'est-ce qu'ils deviennent après? On pourrait avoir un petit retour sur l'une des startups de la promotion 2022, savoir ce qu'ils ont apporté au cabinet et comment ils ont un petit peu grandi avec vous. Je peux donner l'exemple de MIA, Meet Your Accountant, qui est donc une plateforme de mise en relation entre experts comptables spécialisés et entrepreneurs, donc portée par Eric et Akan. Du coup, pour contexte, MIA, c'est une solution qui vise à apporter en fait aux experts comptables donc qui permettent vraiment aux experts comptables de se développer commercialement, de développer leur visibilité, le tout en les rendant, on va dire, disponibles et accessibles sur la même plateforme. Donc voilà, ils s'inscrivent sur une plateforme, ils mettent leur spécialité et ensuite on les connecte avec donc des entrepreneurs qui, côté entrepreneur, cherchent un expert comptable adapté du coup à ses besoins selon son secteur d'activité, etc. Et pour cela, donc Mia est arrivé promo 2022 et le fun fact, ils vont me détester, c'est qu'ils n'avaient pas de produit quand ils sont arrivés. Ils n'avaient pas de produit quand ils sont arrivés. C'est un peu du fake it until you make it, mais derrière en fait, ils avaient une idée en fait. Ils avaient à ce moment-là ils avaient un premier MVP, mais tout simple. Un premier MVP tout simple, ils mettaient vraiment en relation à la mano. Et en fait, ils sont venus pour notamment développer véritablement leur solution afin de fitter aux besoins donc de l'expert comptable. Et au final, qu'est-ce que à la fin donc de ce programme, ce qu'ils ont gagné, c'est ils ont créé du coup leur première le lancement de leur V1 s'est lancé le 10, donc en octobre 2022, la première vraie version de leur MVP, et ils ont eu 250 entrepreneurs accompagnés depuis, plus de 250 experts comptables qui sont référencés. Ils ont également une quinzaine de partenariats, dont avec Groupama, un ensemble d'incubateurs de stations F, etc. Ils ont été sélectionnés dans l'émission de Fred Mezzella. Ils ont sécurisé 150 000 euros d'investissement sur le levée de fonds, etc. Donc, on voit que finalement, qu'il y a eu un véritable boost, que ce soit en termes de notoriété, mais également en termes de développement produit. C'est-à-dire que Inès, son rôle, c'est autant aider à avoir aider la startup à accéder à l'écosystème, mais c'est également aider la startup stratégiquement et opérationnellement. Donc on voit vraiment que l'objectif de Inès ici a été accompli, qui est vraiment d'accélérer tout simplement la solution et qui réponde à un besoin. Comme a expliqué Gilles, mon juridique, voilà, qui vient d'être où il y a une prise de participation là d'Infogreffe qui répond à un vrai besoin. Pareil pour Greenly qui a fait une levée de fonds là de promo donc d'il y a 2 ans, qui vient de faire une levée de fonds de 20 millions à peu près, qui est aujourd'hui une des startups les plus actives de France. Donc l'idée vraiment d'Inès, c'est d'aider la startup stratégiquement et opérationnellement à accélérer son développement. Ouais, sur les succès, on peut aussi citer Juriact, qui a vu
Dracarys rentrait dans son capital, il doit avoir une petite année, ouais, l'été dernier, voilà. Donc Dracarys qui est un fonds d'investissement privé, mais vraiment dédié à la profession comptable et qui donc a investi dans Juvirac. Donc il y a quelques beaux succès finalement avec peu de promotion, donc C'est ça, 3 promos. on n'est pas trop mauvais dans la sélection. Et elle consiste en quoi cette sélection? Parce que justement, il y a un bon retour, un bon fit. Vous avez l'air de bien bosser, quoi. Ah Alors, concernant la sélection, en fait, il y a plusieurs étapes. Forcément, comment on sélectionne les startups? Donc, il y a un premier tri de présélection de startups. Voilà, il y a des solutions qui arrivent. On teste déjà, on regarde déjà si sur le papier les solutions répondent tout simplement aux besoins et à la profession. Ensuite, là, il y a la gouvernance d'Ines qui arrive, parce que sur ce premier filtre, donc il y a déjà une présélection. Donc là, on va véritablement regarder le business plan, le business model. Si des fois les solutions ne sont pas en concurrence avec le métier d'expert comptable, parce que ça arrive. Donc là, c'est vraiment un filtre qui est de, bah voilà, est-ce que vous êtes là vraiment et avez besoin de Inest pour répondre justement aux différentes problématiques de la profession et ne pas arriver en front par rapport à l'expert comptable. Et ensuite, il y a donc une démo qui arrive, une démo, et une autre sélection, et enfin la sélection finale qui est une pitch des startups devant donc le COMEX de l'OEC Paris, d'Inest et des fonds d'investissement partenaires. Donc c'est quand même, voilà, c'est très lourd. Mais l'objectif, c'est vraiment pourquoi c'est aussi lourd? C'est parce qu'en fait, l'objectif, c'est tout simplement de sélectionner les meilleures solutions au bénéfice de la profession. Par rapport à d'autres incubateurs ou accélérateurs, on n'est pas là pour faire de l'industrialisation de solutions. Par rapport à d'autres incubateurs, on va pas incuber ou accélérer 50, 60 solutions. On préfère se limiter à 3 à 5 solutions, mais qui répondent vraiment aux enjeux de la profession. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de faire une sélection très très stricte des startups qu'on va venir accompagner. Gilles, tu voulais rajouter quelque chose? Non, Johari a été exhaustif et c'est vrai que dans la sélection de cette année, on a été amené à écarter des solutions qui pouvaient se présenter comme étant concurrentes aux experts comptables ou en tout état de cause où on voyait pas nécessairement la synergie avec la profession. Et on a également écarté un outil qui était, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, qui était un outil vraiment de production pure et dure, de comptabilité, liasse fiscale, où là, clairement, on n'est pas dans l'ADN Inest. Et de toute façon, même pour ces outils-là, ils ont besoin de fonds. Enfin, c'est pas d'Inest dont ils ont besoin aujourd'hui. En tout cas, c'est des bonnes actions. Enfin, malheureusement, Inest n'est pas assez mis en valeur, je trouve. Je vous le cache pas, ou en fait moi, c'est que je me renseigne souvent là-dessus, et quand on arrive au congrès national, des fois, mais il y a certains gens, ils disent, mais ils ont ça à Paris? Pourquoi on l'a pas dans d'autres régions? Et il faudrait essayer de booster, c'est pour ça que je vous ai mis aussi dans le podcast, c'est que on a la chance d'avoir ça. Je pense qu'il y a plein d'experts comptables qui aimeraient bien en profiter. En plus, on peut, entre guillemets, modeler un peu aux besoins de l'expert comptable les outils. Donc, il faut booster ça. Mais on peut vous retrouver à chaque congrès aux yeux. C'est ça qui est bien. On peut aller voir les startups qui y sont. Aux yeux toujours, puisque c'est organisé par les institutions de Paris, hein, donc et au Congrès national, il me semble qu'à chaque fois on a également un stand, je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc c'est vrai que à Paris, je pense que les gens en ont entendu parler, mais en dehors, les autres régions ne font pas la promotion de nos outils. Et puis l'ordre national est parti sur un autre axe, puisqu'ils étaient partis en 2021-2022 sur la promotion de Dracarys, dont on a parlé tout à l'heure, qui est pas du tout sur le même créneau que Inest. C'est 2 outils totalement différents. Et donc à un moment donné, en termes de communication, on a peut-être été un peu occulté au plan national. Ça risque de changer, je pense, dans les années à venir, mais voilà, effectivement, je suis d'accord. Je pense que c'est une vraie réponse, une vraie solution qui, de toute façon, sur des sujets comme ça, doit avoir une amplitude nationale, parce que ça concerne tout le monde. Il n'y a pas un éditeur qui dit « je ne te vends le produit que si tu es à Paris ». Donc
que tout le monde puisse en profiter serait la meilleure des choses. Mais enfin, de toute façon, la plupart des actions qui sont lancées par les institutions franciliennes sont ouvertes nationalement. On peut parler de BeBuzzy, BeBigger, tout ça est ouvert nationalement, voilà, puisqu'on sait que on a la chance d'avoir une région active, mais parce que plus grosse, donc tout le monde peut en profiter. Après, encore faut-il avoir accès à l'information, et on compte sur toi et les réseaux sociaux pour faire la promotion d'Inest. Et puis l'objectif, effectivement, c'est que j'ai conscience qu'il y a un petit déficit de notoriété, et l'objectif, c'est aussi, on travaille dessus activement là-dessus, justement, à travers des plans de communication, tout ça, puisque effectivement, nous, Inest, finalement, ça a été lancé par la région, mais c'est au bénéfice de toute la profession, en fait, de tous les experts comptables, de leurs clients. Donc, forcément, on a besoin de se faire connaître et de montrer aussi aux experts comptables des solutions qui répondent à des besoins qu'ils peuvent rencontrer au sein de leur cabinet. Donc forcément, c'est un enjeu capital pour nous d'augmenter cette notoriété, que tous les experts comptables de France nous entendent et puissent tester les solutions, et qu'ils voient qu'effectivement que la profession est très active et permet de les aider également sur le choix de leurs solutions et sur leur transformation de leur cabinet. Alors, les experts comptables, vous êtes de Montpellier, Lyon, Bordeaux, où vous voulez en France, on peut les appeler, on peut aller les voir. Inest, c'est ouvert à tout le monde, on peut le faire en distanciel. Donc on en profite. Là, on a 5 pépites d'annoncer, faut en profiter. Et y compris s'ils veulent devenir bêta-testeurs, hein, on est absolument ouvert à ce que des experts comptables non franciliens deviennent bêta-testeurs de nos solutions. C'est ça, exactement. Je vous mettrai un lien justement dans la bio de l'épisode pour aller vous connecter directement pour être bêta-testeur. Super. Allez, dernière question. Johari, toi tu viens d'un autre horizon que celui de l'expert comptable, ça arrive des fois. Maintenant, avec le recul et ton vécu, est-ce que tu pourrais, toi, nous donner un conseil aux experts comptables qui souhaitent utiliser le marketing, des outils ou des tips tu dis tiens, ce serait bien ça, je l'ai vu dans un autre secteur, ça pourrait peut-être aller chez nous. Pour répondre à cette question-là, je vais partir des enjeux de l'expert comptable que je vois, et c'est une partie des enjeux. Je pense que au niveau des cabinets, il y a des enjeux tant sur l'attractivité du cabinet, sa marque employeur, que des enjeux liés à la proposition et la valorisation d'offres auprès de ses clients. Le marché d'expertise comptable est en pleine mutation. Et du coup, côté attractivité, marque employeur, pour moi, une stratégie marketing peut permettre de développer son acquisition client d'une part, et de développer sa marque employeur d'autre part, via un bon branding. On sait que l'attractivité, c'est un enjeu qui est plutôt majeur, surtout vis-à-vis de la nouvelle génération qui est ultra connectée et souvent qui recherche de plus en plus un cabinet qui a des valeurs fortes, du moins des valeurs qui correspondent aux valeurs donc de cette nouvelle génération-là. Donc, il est important de moderniser son image, d'avoir un bon branding et, par exemple, une véritable stratégie de contenu en mettant en avant ses spécialités. On voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, je vois surtout au niveau des experts comptables de nouvelle génération, qui sont des cabinets qui sont très connectés, qui n'hésitent pas, même en tant que personne, donc en tant que dirigeant du cabinet, de mettre en avant qui est cette personne-là, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce que propose son cabinet, quelles sont ses spécialités. En fait, il est important de voir directement la proposition de valeur pour moi du cabinet en un clic, que ce soit via les réseaux sociaux ou alors via son site internet. Côté valorisation d'offres auprès de ses clients, pareil, je crois beaucoup également à tout ce qui est stratégie de contenu, à la visibilité, avec le développement des outils, qui est une exigence de plus en plus forte des clients. La profession donc doit évoluer en même temps que ses clients, qui sont en attente de nouveaux services, et les experts comptables donc du coup réfléchir au positionnement qu'ils souhaitent adopter par rapport au portefeuille client qu'ils possèdent, et proposer ainsi un panel de services. Et pour ça, donc, les experts comptables peuvent s'appuyer sur la digitalisation, l'automatisation des processus afin de gagner du temps. Et c'est important pour moi de montrer, de documenter toutes ces choses-là, en fait. Ce branding, ce qu'on appelle stratégie de contenu, etc. C'est, en fait, mettre en avant les activités du cabinet, ses valeurs. Donc, d'un côté, ça va toucher autant
l'attractivité du cabinet, et de l'autre, toucher donc des clients, un portefeuille client qu'on vise en fonction de sa spécialité. Bah, c'est des bons conseils, ça. Je pense que Je sais pas si c'est assez clair. moi, ça me va. Et pour Gilles, moi, je voudrais lui demander comment faut que je copie du coup ton marketing pour passer en 7 ans de 0 à la taille de ton cabinet. Écoute, nous, on a fait ce qu'on appelle du build-up. Donc on a fait du rachat agressif pendant 2 années où on a racheté 5 cabinets d'un coup, qu'on a consolidé, ce qui nous a permis d'obtenir une certaine taille de cabinet et donc de structurer notre offre au fil de l'eau. Donc on a eu 2 ans de croissance hyper agressive par croissance externe, et puis les 4 années qu'on suivi, on a été vraiment dans la structuration, la construction de l'offre. Je pense que Johari a été extrêmement exhaustif. Je rajouterais que de toute façon, ce qui est important aujourd'hui pour tous les cabinets, au-delà de l'aspect marketing, de l'aspect communication, c'est déjà d'avoir une stratégie tout court. Parce que je pense que le modèle libéral de l'expert comptable où fondamentalement on a tous la même offre, la mission de présentation pour la TPE, la PME, où de toute façon tu poses ta plaque, les clients arrivent, même si je me doute que ça n'a jamais été aussi facile que ce qu'on dit, hein, mais cet aspect-là est terminé, et puis on a peut-être été trop habitué à ce que notre premier VRP soit Bercy, qui nous envoie plein de clients avec toutes les déclarations qu'ils n'arrêtent pas de créer. Alors, ils n'ont pas arrêté de créer les déclarations. Par contre, notre capacité à les facturer a bien baissé. Et donc, il faut une stratégie aujourd'hui. Parce que les cabinets qui étaient peut-être avant tous les mêmes doivent devenir tous différents. Et ça, c'est un enjeu énorme pour la profession. C'est apprendre à se connaître soi-même. Alors, je veux pas faire de philosophie, hein, je parle vraiment de stratégie. C'est qu'est-ce que mon cabinet sait faire, sur quoi on est bon, sur quoi on n'est pas bon. Voilà. Sélectionner ses clients, sélectionner ses missions, et là où on est bon, faire en sorte de les développer. Et c'est là que la communication rentre en jeu. C'est qu'une fois que tu as une stratégie business sur les métiers, les missions, les clients que tu veux viser, eh bien tu fais une communication adaptée, et Johari l'a très bien décrite. Donc c'est ce qu'il faut, c'est d'abord définir une stratégie. Et d'ailleurs, je fais un petit peu de promo, allez hop, à l'Ordre de Paris, mon amie Virginie Roitman a lancé les ateliers de la transformation, qui sont donc des programmes d'accompagnement, d'initiation des confrères et des consoeurs à tous ces sujets de communication, de marketing, de stratégie auxquels on n'est pas habitué, et qui sont donc des ateliers à disposition de tous les experts comptables, confrères et consoeurs franciliens. Voilà, donc je dirais, si tu veux nous copier, eh bien nous on a mis le paquet sur la marque. Parce que la grande difficulté quand tu fais de la croissance, c'est trouver des collabs. Et nous, on a beaucoup investi. On continue à énormément investir. C'est un coût, mais c'est un investissement avant tout, parce que faire rentrer des clients, c'est super, mais si t'as pas les équipes, ou si t'as des équipes qui sont démotivées ou mal formées parce qu'elles n'ont pas eu le temps de continuer à s'actualiser, eh ben tu finiras par perdre ces clients. Donc moi je dis toujours, enfin je l'ai pas inventé, je m'octroie la paternité d'une phrase que j'aime beaucoup, qui est l'offre crée la demande. Eh ben j'en suis convaincu. Crée ton offre et des collaborateurs formés qui connaissent ta stratégie, qui savent sur quel client tu vas aller, sur quelle mission tu vas aller, et d'une façon ou d'une autre, les clients arriveront. C'est parfait. Et il y a une phrase que j'ai adorée, que j'essaye de répéter à chaque fois, moi aussi, c'est peut-être un coût, mais c'est surtout un investissement. C'est un investissement, et tu auras toujours un retour dessus. Je vous remercie tous les deux, mais avant de vous laisser, j'aimerais vous faire jouer un petit jeu qui s'appelle Ceci ou Cela, où je vais vous faire 2 propositions et vous allez me dire un petit peu ce que vous préférez. C'est un peu pour apprendre à vous connaître. Ça vous va ? Parfait. Est-ce que vous êtes plutôt surf ou ski ? J'ai horreur du froid, donc je dirais surf, mais je n'ai jamais surfé de ma vie. Je dirais ski parce que j'avais jamais fait de surf, même si j'ai fait du ski 2 fois seulement dans ma vie. Bon. Est-ce que vous êtes plutôt lève-tôt ou couche-tard ? Lève-tôt. Couche-tard. Alors, on signale que Johari n'est pas en période fiscale. C'est peut-être pour ça qu'il a donné cette réponse. Mais il s'occupe d'Inès quand même. Exactement.
Est-ce que vous êtes plutôt Apple ou Samsung? Alors, je suis désolé, je suis anti-Apple, moi. Je suis Android à fond, donc Samsung. Jamais sans mon iPhone. Plutôt chemise ou t-shirt? T-shirt. Chemise. Thé ou café? Café. Café. Et la dernière, vous êtes plutôt podcast ou webinaire? Podcast. Un gros fan de podcast. J'aime bien les webinaires. C'est bien, on est complémentaires. Là, vous êtes complémentaires. Eh ben, je vous remercie. On a passé presque 1 heure ensemble. Ça nous apporte encore plus d'intérêt pour Inest. On attend des bêta-testeurs, experts comptables. Donc, foncez. Vous avez 5 pépites. Donc, vous pouvez en profiter. Et c'est ouvert sur toute la France. On le répète. On n'est pas obligé d'être de Paris pour pouvoir participer en tant que bêta-testeur. Je vous remercie. Merci à toi. Merci à vous. Et puis, on se voit bientôt. Ça marche. À très bientôt. À bientôt et on se voit au prochain épisode. Avant de se quitter, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parler du podcast à vos confrères. J'en profite pour remercier mes partenaires qui, grâce à eux, me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois. Merci, rendez-vous au prochain épisode.